Il y a quelques mois, ma femme Camilla a reçu un diagnostic de dépression sévère. Honnêtement, ce n'était pas un choc énorme pour moi. Je me doutais depuis un moment qu'elle n'allait pas très bien mentalement. Cette année, elle semblait submergée par le chagrin après la perte de son ex-petit ami Dylan et de sa meilleure amie Violet. Ces deux-là avaient été tout pour elle, et elle était incroyablement proche d'eux. Pour rappel, avant même que Camilla et moi ne commencions à sortir ensemble, elle et Dylan étaient dans une relation sérieuse depuis très longtemps. Puis, soudain, il l'a trompée avec Violet, quelqu'un que Camilla considérait comme une sœur. Je me souviens qu'une fois, elle m'a dit que ce n'était pas seulement la trahison de Dylan, mais aussi de Violet. J'avais l'impression que tout mon monde s'écroulait. Cette trahison l'avait profondément blessée. Ce n'était pas seulement une rupture. Cela a marqué la fin de deux de ses relations les plus importantes d'un coup. Après cela, Camilla est restée célibataire pendant longtemps. Elle avait peur de faire confiance à quelqu'un d'autre. Elle avait besoin de temps pour gérer la douleur, pour faire le tri dans ses émotions. Lorsque je l'ai rencontrée, elle semblait avoir fait la paix avec tout ça et essayait d'aller de l'avant. Mais même à ce moment-là, la douleur de la trahison était toujours présente, la rendant prudente. Je pense que c'est pourquoi elle s'est un peu retenue au début. Nous sommes sortis ensemble pendant 4 merveilleuses années. Nous avons connu des hauts et des bas comme tout couple, mais dans l'ensemble, c'était une relation solide et pleine d'amour. Finalement, nous avons décidé de nous marier. Le jour de notre mariage était magnifique, entouré de nos amis, de notre famille et de ceux qui comptaient le plus pour nous. La joie et l'amour étaient palpables. Les premières années, Camilla était une partenaire incroyable, encourageante, gentille, compréhensive et profondément attentionnée. Le mariage nous a rapprochés encore davantage. Nous avons construit une vie ensemble qui semblait forte et prometteuse. Puis, plus tôt cette année-là, la tragédie a frappé. L'ex-petit ami de Camilla, Dylan, et son ancienne meilleure amie, Violet, sont morts ensemble dans un accident de voiture. Quand je lui ai annoncé la nouvelle, j'ai vu quelque chose en elle vaciller puis s'éteindre. Elle était anéantie. Pendant des années, elle avait gardé beaucoup de ressentiments. Mais maintenant, face à leur mort, elle était submergée par le chagrin. Je le voyais dans ses yeux, dans son silence. Elle ne s'attendait pas à ça. Quelque chose en elle semblait se briser complètement. Camilla me confiait parfois qu'elle aurait aimé pouvoir régler les choses avec Dylan et Violet. Elle exprimait des remords de ne pas avoir pu se réconcilier avec eux, de ne pas leur pardonner pleinement, ou du moins de ne pas pouvoir leur dire la vérité, sachant qu'ils étaient partis pour toujours, sans aucune chance de tourner la page, ce qui semblait peser lourdement sur son cœur. Un soir, assise sur le canapé, le regard vitreux, elle dit « Amie, je n'arrête pas de penser à ce que je n'ai jamais pu leur dire. Si seulement je leur avais tout dit, ça ne ferait peut-être pas aussi mal. » Je lui ai pris la main doucement et je lui ai dit « Camilla, c'est normal de ressentir ça. Ils étaient une part importante de ta vie, et les perdre ainsi sans tourner la page est douloureux. » Mais elle a commencé à se culpabiliser. Peut-être que si j'avais pardonné à Violet plus tôt, si je n'avais pas gardé toute cette colère, les choses auraient été différentes. Elle murmura presque comme si elle se réprimandait. Je savais que ce n'était pas sa faute. Voyez-vous, Violet avait tendu la main à plusieurs reprises au fil des ans, s'excusant et essayant de faire amende honorable. Mais Camilla n'arrivait pas à lui pardonner. Et honnêtement, je ne la blâme pas. Ce n'est pas tous les jours qu'une meilleure amie couche avec son partenaire. Un soir, je lui ai dit, « Kama, je sais que c'est dur, mais garder cette douleur ne signifie pas que tu es faible. Tu t'es protégée. Tu as parfaitement le droit de faire ça. » Elle me regarda, les larmes aux yeux. Je me sens tellement perdue, comme prisonnière du passé. J'ai essayé de la réconforter encore et encore, en lui rappelant, ce n'est pas ta faute. Tu as fait ce qu'il fallait pour survivre, mais rien ne semblait y faire. Au contraire, son chagrin ne faisait que s'alourdir, devenant plus difficile à gérer. Elle passait des heures alitées, perdant parfois des journées entières, à regarder la télévision ou à fixer le mur d'un air absent, une bière à la main. Elle a commencé à sécher le travail, à se déclarer malade ou à rester à la maison sans explication. Je la voyais sombrer davantage dans le désespoir. J'ai tout essayé pour la faire sortir de la maison. Que dirais-tu d'une promenade pour prendre l'air? Mais mes paroles semblaient tomber dans l'oreille d'un sourd. Finalement, à cause de son manque de motivation, elle a perdu son emploi. C'est donc moi qui suis devenu le principal soutien de famille. Peu à peu, après tout cela, le comportement de ma femme a commencé à changer,
de manière plus inquiétante. Son humeur est devenue imprévisible. Un instant, elle s'irritait facilement, s'énervait pour un rien, et l'instant d'après, elle se fermait complètement. Elle est devenue distante et sur la défensive. Elle s'énervait. Elle me harcelait pour des choses insensées. En plus de ne plus travailler, elle a complètement arrêté de m'aider à la maison. Les tâches ménagères s'accumulaient et je me retrouvais seul à porter le poids du quotidien, la regardant s'éloigner de plus en plus. Même à cette époque, je l'aimais toujours. Je pensais que peut-être, juste peut-être, on pourrait encore s'en sortir. Mais les choses n'ont fait qu'empirer. Camilla a commencé à se disputer pour des broutilles. Si je restais dehors tard, même pour le travail ou pour décompresser avec des amis un vendredi soir, je la trouvais assise sur le canapé à attendre en rentrant. Elle me posait 1 million de questions. Pourquoi étais-tu rentré si tard? Avec qui étais-tu? Je répondais honnêtement à chaque fois, mais elle laissait entendre qu'elle ne me croyait pas. Elle m'accusait de coucher avec des collègues ou des amis, disant que c'était pour ça que je n'étais jamais à la maison. Entendre ces accusations sans fondement était douloureux et offensant. J'avais beau la rassurer en lui disant que je ne la tromperais jamais, elle ne voulait rien entendre. Un soir, après mon retour tard du travail, elle m'a regardé en larmes. Dans ses yeux et dit, « Pourquoi ne peux-tu pas rester à la maison pour une fois? J'ai peur que tu ne veuilles plus vraiment être là. » J'ai essayé de la prendre dans mes bras, mais elle s'est écartée et a craqué. « Arrête de faire semblant. Tu n'es jamais vraiment là. » Nous avons commencé à avoir des disputes intenses et épuisantes. Elle exigeait que je rentre directement du travail. Même les week-ends étaient dangereux. Elle me voulait là comme si mon temps lui appartenait à elle seule. J'ai commencé à étouffer, comme si l'espace que j'avais autrefois dans notre mariage se rétrécissait, remplacé par ses insécurités et sa colère. La situation s'est envenimée. Sa frustration a commencé à déborder physiquement. Il y a eu 2 moments alarmants où elle a franchi une limite que je n'aurais jamais cru possible. Lors d'une dispute, elle a donné un coup de poing sur le canapé juste au-dessus de ma tête. Un accès de violence qui m'a laissé secoué et épuisé. Mais le véritable point de rupture est survenu lorsqu'elle m'a giflé. Ma femme était très autoritaire. Ce moment où elle m'a giflé a été pour moi un signe clair que son chagrin et sa dépression s'étaient transformés en quelque chose de plus sombre et de plus dangereux. J'ai compris que je ne pouvais pas rester dans une relation où ma sécurité et mon bien-être étaient menacés. J'ai donc fait mes valises, prête à la quitter et à me protéger. Quand elle m'a vu là, prête à sortir, elle s'est effondrée. Le désespoir l'a submergée. Elle m'a supplié de rester, me promettant sans cesse qu'elle changerait. « Mamie, s'il te plaît » a-t-elle crié. « Je te jure que je vais chercher de l'aide. Ne me quitte pas. On peut arranger ça ensemble. » Je suis resté ferme. « Camilla, je t'aime. Mais si je dois seulement envisager de rester, tu as besoin d'une vraie aide. Tu dois consulter un médecin. » Elle a hoché la tête rapidement, les larmes aux yeux. « Je vais le faire. J'irai voir un médecin. Tout pour nous sauver. » À contre-cœur, j'ai décidé de donner une dernière chance à notre relation, espérant qu'elle s'engagerait vraiment dans l'aide dont elle avait si clairement besoin. Ce fut une décision difficile, pleine de doutes, mais je voulais croire que la femme dont j'étais tombé amoureux pouvait encore retrouver son chemin vers elle-même et vers nous. C'est à ce moment-là que Camilla a reçu un diagnostic de dépression sévère. Elle a commencé à prendre des médicaments et à suivre des séances de thérapie hebdomadaires. Elle a même commencé à méditer pour l'aider à gérer sa colère. Petit à petit, j'ai commencé à constater des changements positifs. Les médicaments semblaient stabiliser son humeur, et elle faisait de réels efforts pour être plus présente et serviable à la maison. Petit à petit, j'ai retrouvé la femme qu'elle était, celle dont j'étais tombé amoureux, et cela m'a redonné espoir. Elle s'est montrée plus disposée à renouer avec elle, et j'ai ressenti un certain soulagement, pensant qu'avec le temps, les choses pourraient s'améliorer pour nous. Cependant, un problème majeur restait en suspens, sa réticence à retourner au travail et à gagner sa vie. Elle n'a plus d'emploi depuis son diagnostic. Et honnêtement, c'est une constante. Une source de tension entre nous. Ça ne me dérange pas d'être la seule à gagner tout l'argent. Ce n'est pas une question de salaire pour moi, mais je veux qu'elle essaie au moins. Chaque fois que j'aborde le sujet, espérant l'encourager à envisager quelque chose, même à temps partiel ou à faire quelque chose de chez elle, elle résiste violemment. Je me sens trop déprimé, Amy, m'a-t-elle dit un soir, la voix fatiguée.
Je suis trop faible pour m'engager dans quoi que ce soit en ce moment. Ce désaccord a fini par exploser et nous nous sommes criés dessus à plusieurs reprises. D'un côté, je sais qu'elle a des difficultés, vraiment des difficultés. Mais de l'autre, la pression financière supplémentaire et son refus même d'explorer les options m'ont laissé frustré et complètement seul avec toutes ses responsabilités. Puis, le mois dernier, Camilla m'a surprise en me suggérant de consulter un conseiller conjugal. Nous avons besoin d'aide, Amy, a-t-elle dit doucement un soir. Avec tout ce qui se passe, peut-être que quelqu'un pourrait nous aider à parler, à mieux communiquer, peut-être à surmonter ça. J'étais prudemment optimiste. Puis elle a lâché la bombe. J'ai pris rendez-vous. Il suffit de venir. J'ai accepté, pensant qu'un thérapeute serait peut-être la solution idéale pour consolider notre relation et peut-être même apporter à Camilla un peu d'encouragement et de soutien pour faire les premiers pas vers la reconstruction de sa vie. Mais honnêtement, la thérapie de couple n'a fait qu'empirer les choses. Lors d'une séance, Camilla a avoué quelque chose qui m'a profondément touché. Elle a dit qu'une grande partie de sa dépression venait de la vie que nous avions construite ensemble. Elle a l'impression de ne pas avoir pu vivre comme elle le souhaitait depuis notre mariage. Ce mariage lui a apporté tellement de responsabilités qu'elle n'était pas prête à assumer. Et Dylan me manque encore parfois, a-t-elle dit doucement. Et j'aurais préféré que Violet ne l'emmène pas avec elle. Après tout ça, je n'ai jamais vraiment guéri. J'ai juste l'impression d'être passé à côté de la vie. Plus elle en disait pendant ses séances, plus je me sentais comme une spectatrice dans mon propre mariage. Elle a dit qu'elle avait l'impression de s'être précipitée dans le mariage avec moi sans prendre le temps de profiter de son célibat, sans vraiment explorer ce qu'elle voulait pour elle-même après toutes ses déceptions avec Dylan. J'étais décontenancé. Je lui ai rappelé, Kama, c'est toi qui m'as demandé en mariage. On est sortis ensemble longtemps avant de se marier. Comment se fait-il que tu te sentes pressé? La thérapeute est intervenue doucement et l'a encouragée à continuer à dire la vérité, même si cela me blessait. Au cours des séances suivantes, la situation n'a fait qu'empirer. Je pensais qu'une thérapie pourrait nous aider à renouer. Peut-être que la guérison aurait lentement commencé à se fissurer entre nous. Mais au lieu de cela, c'est devenu un lieu où Camilla a commencé à révéler des choses que je n'aurais jamais imaginé entendre. Un jour, nous étions assis sur ce même canapé beige dans le bureau de la thérapeute, l'air lourd de tensions inexprimées, lorsque Camilla s'est penchée en avant et m'a regardé droit dans les yeux. « Il faut que je sois honnête », a-t-elle dit calmement en joignant les mains. « Je veux refaire ma vie de célibataire. » J'ai cligné des yeux, stupéfaite. « Dis donc. J'ai l'impression de ne jamais avoir vraiment été célibataire, a-t-elle expliqué d'un ton posé et troublant. Je suis passé directement de la fac à notre relation. Je n'ai jamais pu explorer, et maintenant que je suis plus âgé, j'ai l'impression d'avoir raté quelque chose. La conseillère hocha doucement la tête, lui faisant signe de continuer, et Camilla s'exécuta sans hésiter. « Alors, qu'est-ce que tu dis exactement » demandai-je, redoutant déjà la réponse. « Je veux voir d'autres personnes » dit-elle d'un ton parfaitement sérieux. Tant que nous sommes encore mariés, laissai-je échapper un petit rire amer, convaincu qu'elle plaisantait. « Tu n'es pas sérieuse. »« Ce n'est pas une blague » répondit-elle d'une voix ferme et inébranlable. « Je mérite de vivre ma vie de célibataire et ma vie de marié en même temps. Il est juste que je puisse explorer et me trouver avant qu'il ne soit trop tard. » Je me tournai vers la conseillère, puis vers elle, complètement consterné. « Alors, tu veux que je reste à la maison comme un bon mari pendant que tu sors, couches à droite et à gauche, et que tu appelles ça de la découverte de soi ?» Elle ne sourcilla même pas. « Je ne vois pas ça comme du sexe à gauche. Je vois ça comme de l'évolution, de l'exploration. » Ma voix s'est élevée au détriment de quoi? Nos vœux, notre confiance. Moi. Je suis honnête avec toi, dit-elle sur la défensive. Au moins, je ne te trompe pas dans ton dos comme certains le font. Oh, alors je suis censé te remercier d'avoir été franche à propos de ton projet de me trahir. Ai-je rétorqué. C'est ça, selon toi, être un bon partenaire? Demander la permission de détruire le mariage. Le conseiller a tenté d'intervenir pour calmer les esprits. Mais je n'avais pas fini. Je me suis tourné vers Camilla et j'ai dit, si tu voulais vivre comme si tu étais célibataire, tu n'aurais jamais dû m'épouser. Je n'ai pas signé pour être ton paillasson émotionnel pendant que tu poursuivrais un fantasme de liberté. Camilla croisa les bras, sur la défensive et indignée. C'est exactement pour ça que je n'ai rien dit plus tôt.
Je savais que tu serais borné. Non, ai-je rétorqué. Je ne suis pas borné. J'ai juste du respect pour moi-même. Quelque chose que tu as clairement perdu en chemin. C'est scandaleux et inacceptable, Camilla, ai-je dit fermement. Si tu veux vivre comme une femme célibataire, je peux y parvenir en quittant ce mariage. Je ne vais pas rester dans une relation où l'on attend de moi la loyauté et où tu es libre d'agir comme tu veux avec des inconnus. Mes mots ont touché une corde sensible. Elle est devenue furieuse et a répliqué. Tu ne pourrais jamais comprendre ce que je ressens. Contrairement à moi, tu as été avec plusieurs personnes avant notre rencontre. Je suis resté calme, mais j'ai été blessé. Camilla, je n'ai eu que 2 relations avant toi. 2 engagements sérieux et significatifs qui n'ont tout simplement pas fonctionné. Ça me fait mal que tu utilises mon passé contre moi comme ça. Comme si mes expériences me rendaient moins en droit d'attendre un engagement dans notre mariage. J'ai pris une grande inspiration et j'ai dit, si tu voulais t'en vivre seul, tu aurais dû y réfléchir avant de nous marier. Je lui ai rappelé tout ce que j'avais sacrifié pour notre relation cette année. Comment j'avais été celle qui tenait le foyer, la soutenait financièrement et émotionnellement pendant sa dépression, tout cela parce que je croyais en nous et en elle. Mais voilà qu'elle me faisait des demandes qui me semblaient complètement déraisonnables. On aurait dit qu'elle voulait la sécurité et la stabilité que je lui offrais sans honorer l'engagement qui en découlait. Je ne pouvais pas me permettre ça. Je le lui ai dit fermement. Camilla, tu ne peux pas avoir les 2. Tu dois faire un choix. Soit tu t'engages avec moi, soit tu vis une vie de célibataire sans moi. Tu ne peux pas me laisser dans l'incertitude, en espérant que je me plie à tes désirs pendant que tu gardes un pied dehors. Depuis cette confrontation devant notre thérapeute, Camilla boude à la maison comme si c'était moi qui n'étais pas raisonnable. Elle essaie sans cesse de me convaincre que je suis trop dur, voire égoïste, de refuser de la laisser s'amuser. Elle insiste, si tu m'aimais vraiment, tu serais plus ouvert d'esprit et plus compréhensif envers moi. Elle a essayé tous les moyens possibles de me culpabiliser, me poussant à accepter ses conditions. Mais il est clair qu'elle ne comprend toujours pas. Ou peut-être qu'elle refuse tout simplement, pensant que ce qu'elle demande est irrespectueux et injuste. Je maintiens ma position. J'ai fait de mon mieux pour être compatissant et compréhensif, la soutenant dans les hauts et les bas de sa dépression, mais il y a des limites que je ne franchirai pas. Être ouvert d'esprit ne signifie pas sacrifier mon amour-propre ni l'intégrité de notre mariage. Je refuse de la laisser me manipuler en me faisant croire que c'est moi le fautif. J'ai même pensé que Camilla me trompait peut-être déjà et utilisait cela comme excuse, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Elle sort à peine de chez elle. La plupart du temps, elle est scotchée à la télévision ou perdue dans ses pensées. Ironiquement, si elle avait une liaison, au moins j'aurais la tête claire, une raison simple de partir. Certes, ce serait douloureux, mais je saurais où j'en suis et qu'elle pourrait aller de l'avant sans moi. Au lieu de cela, je me retrouve avec cette situation douloureuse et confuse. Quant à savoir pourquoi la mort de l'ex de Camilla et de sa meilleure amie l'a soudainement autant affectée, je n'en sais rien. Je suppose que c'était un retour à la réalité. C'étaient des gens qu'elle connaissait bien, et peut-être que leur perte si inattendue l'a précipitée dans cette spirale. Je ne comprends pas vraiment pourquoi cela l'a frappée si durement, pourquoi elle s'est sentie si déprimée, ou pourquoi elle pense que détruire notre mariage et coucher à plusieurs va d'une manière ou d'une autre résoudre cette dépression. Peut-être que Camilla ne m'a jamais vraiment aimé tout au long de notre mariage. Peut-être qu'elle me voyait juste comme un filet de sécurité, quelqu'un de fiable et de loyal après sa relation avec Dylan, et que ça lui plaisait. Peut-être qu'elle a encore des sentiments non résolus pour Dylan et regrette maintenant de ne pas avoir tenté sa chance avec lui. Quoi qu'il en soit, c'est absurde que ma femme veuille maintenant une relation libre, ce à quoi je ne me serais jamais attendu. Je suis profondément attaché à la monogamie. Si elle avait déjà laissé entendre qu'elle souhaitait ce genre d'arrangement, je ne l'aurais jamais épousée. Ce changement soudain me semble une trahison totale de la vie et des valeurs que nous avons construites ensemble. Si je ne l'ai pas encore quittée, c'est parce que je m'inquiète sincèrement pour sa santé mentale. Elle est ma compagne depuis si longtemps, et pendant des années, j'avais vraiment l'impression que nous étions seuls face au monde. Elle n'a jamais été aussi méchante ou égoïste. Elle ne m'a jamais attaqué ni crié dessus. Quand elle a commencé à changer si radicalement après le tragique accident impliquant Dylan et Violet, je me suis dit que ce n'était qu'une phase où elle retrouverait son chemin. Je voulais croire que la femme dont j'étais tombé amoureux était toujours là, simplement ensevelie sous le chagrin et la douleur. Mais maintenant, après tout ce qui s'est passé, j'ai finalement accepté qu'il était temps pour moi de me choisir. Ce mariage est clairement terminé.
J'ai franchi une nouvelle étape et j'ai contacté un avocat en privé pour entamer une procédure de divorce. Camilla et moi sommes propriétaires de notre maison et avons un compte joint, mais comme elle est toujours au chômage et que notre situation financière est déjà tendue, je devais d'abord sécuriser mes biens avant de m'engager dans les démarches de divorce. Une fois que l'avocate m'a annoncé que tout était réglé, je me préparais à lui annoncer la mauvaise nouvelle. Puis, le lendemain, Camilla a franchi une ligne que je ne pouvais plus ignorer. J'ai réalisé que je ne pouvais plus me taire. Nous étions chez sa sœur pour un déjeuner en famille. Sa famille est incroyablement gentille avec moi et nous avons toujours eu de bonnes relations, alors j'avais vraiment hâte de les revoir. Pendant le déjeuner, j'ai remarqué que Camilla buvait sans arrêt. Maintenant, on lui déconseille fortement de boire à cause de ses médicaments contre la dépression. Du coup, la voir avec un verre de whisky a immédiatement mis la puce à l'oreille. Quand j'ai gentiment essayé de lui en parler, elle s'est moquée de moi, m'a ignoré et s'est remise à boire. Je me suis senti vraiment méprisé, alors je l'ai laissé faire ce qu'elle voulait. Plus tard, alors que tout le monde discutait de sa vie, la mère de Camilla m'a demandé comment ça se passait entre nous et comment mon travail avançait. J'ai mentionné que nous avions suivi une thérapie de couple et que Camilla avait encore besoin de travailler sur ses problèmes. J'ai continué à parler de mon travail à tout le monde. C'est alors que Camilla m'a interrompu avec une remarque qui m'a complètement prise au dépourvu. Elle a dit, « Ma dépression pourrait guérir plus vite si mon mari comprenait ce que je voulais vraiment dans la vie. » Sa mère l'a regardée, perplexe, et m'a demandé, « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Camilla s'est tournée vers moi et a haussé la voix, d'une voix légèrement pâteuse, « Franchement, Amy, c'est à cause de toi que ma vie est un tel désastre en ce moment. Si tu me comprenais, si tu comprenais vraiment ce dont j'ai besoin, je ne me sentirais peut-être pas aussi piégé et désespéré. » Tout le monde a arrêté de manger et l'a regardée dans un silence stupéfait. On voyait bien qu'elle était ivre. Elle a continué en racontant que j'avais refusé de lui donner ce qu'elle voulait, me traitant de mari conservateur, peu sûr de moi et possessif qui la faisait suffoquer. J'avais du mal à croire ce que j'entendais, comment elle déformait la situation et me rejetait toute la faute sur moi. Sa sœur, qui a toujours été proche de moi, avait l'air furieuse. Elle a immédiatement demandé, « Pourquoi parles-tu de l'EMTT comme ça ? C'est injuste. » Le reste de la famille est resté assis, stupéfait, dans un silence absolu, visiblement choqué par les accusations virulentes de Camilla. Je me suis senti humilié et trahi en l'écoutant continuer à expliquer à tout le monde qu'elle ne voulait que quelques petites choses de moi, mais que je refusais de les lui donner uniquement par entêtement. Entendre Camilla essayer de me dépeindre comme le méchant devant toute sa famille m'a brisé le cœur. J'ai craqué, incapable de me retenir plus longtemps. Je me suis tourné vers elle, la voix tremblante de frustration et de douleur, et j'ai exigé, « Pourquoi refuses-tu d'être honnête avec eux ? Pourquoi me cacher la vérité sur ce que tu veux ?» J'ai regardé sa famille autour de moi, le cœur battant la chamade en mettant tout à nu. Camilla me demande de la laisser sortir avec d'autres hommes, sortir et coucher avec des inconnus alors que je suis censé lui rester fidèle. Elle s'attend à ce que je continue à la soutenir émotionnellement et financièrement pendant qu'elle profite de la vie, libérée de toute responsabilité. En fin de compte, elle veut être une cycliste de ville et moi la blague de la ville. Un silence pesant s'installa. Sa mère écarquilla les yeux. Puis elle demanda doucement, « Kama, c'est vraiment ce que tu demandes aux ambulanciers ?» Avant que Camilla ne puisse répondre, son père, qui m'avait toujours traité avec gentillesse, secoua la tête et la gronda sèchement. « Mais tu as vraiment perdu la tête ? C'est ridicule. » Camilla, cherchant désespérément à se justifier, insista, « Tous les mariages traversent des moments difficiles, et cette solution pourrait nous aider. Ce n'est que temporaire, et tu devrais te sentir chanceuse. Je demande même la permission. Tant de femmes trompent leur mari sans jamais le dire. » Je ne pouvais plus me retenir. Ma voix s'éleva, pleine de colère et d'épuisement. J'en ai marre que tu justifies ton comportement égoïste par ces excuses. J'en ai marre. Je me tournai vers sa famille, ma décision ferme. Je ne peux pas continuer à me battre pour un mariage auquel elle ne tient plus. J'ai regardé Camilla droit dans les yeux et lui ai dit sans détour, « Notre mariage est terminé. Je t'envoie les papiers du divorce. » Son visage était complètement abasourdi, comme si elle n'arrivait pas à croire ce qui se passait. Elle a cligné lentement des yeux et m'a regardé comme si j'avais perdu la tête. J'ai mis la main dans ma poche et lui ai tendu ma carte d'avocat. Je déménage aujourd'hui. Si tu veux parler du divorce, tu dois contacter mon avocat. Ses parents, naturellement inquiets, ont essayé de me consoler.
Sa mère a dit doucement, urgence. Camilla agit probablement comme ça à cause de ses médicaments. Elle ne sait pas vraiment ce qu'elle dit ou fait. Il semblait désespéré de trouver une explication à son comportement, comme s'il s'agissait d'un simple évanouissement dû à sa dépression et à son chagrin. Mais je n'en avais rien à faire. J'ai secoué la tête et dit sans détour, ta fille n'est rien d'autre qu'une fille qui me harcèle depuis des mois avec toutes ces histoires de dépression et de chagrin. Plus besoin d'attendre, plus besoin d'espérer que les choses changent. J'ai tout donné à cette relation, et tout ce que j'ai obtenu, c'est du manque de respect. On peut guérir la dépression, mais pas un 304. Camilla a tenté de protester docilement. Tu ne peux pas quitter notre mariage pour une raison pareille. On doit retourner voir un thérapeute et arranger les choses. J'ai ri amèrement en secouant la tête. Tu as vraiment besoin d'un thérapeute, mais ça ne veut pas dire que j'en ai besoin. Je ne suis ni folle ni malade comme toi. Ce n'est pas moi qui formule des exigences irréfléchies et égoïstes, ni qui blâme mon partenaire pour mes propres mauvais choix. J'ai été très clair, je ne perds plus de temps à essayer de réparer un mariage que je ne veux plus réparer. Sans un mot de plus, je suis sorti de chez sa sœur. Je suis rentré directement chez moi. Ma décision était déjà prise. Dès mon arrivée, j'ai commencé à faire mes valises, jetant vêtements, papiers importants et objets essentiels dans un sac. J'étais méthodique, concentré, sans laisser aucune émotion me troubler. Quand Camilla est enfin rentrée chez elle, se traînant dans un Uber, elle m'appelait frénétiquement, mais j'étais déjà presque prête à partir. Lorsqu'elle est entrée, les yeux écarquillés de désespoir, elle s'est immédiatement lancée dans sa vieille supplique. « Santé, s'il vous plaît, ne faites pas ça. On peut s'en sortir. Il faut juste qu'on surmonte ce contretemps », a-t-elle supplié d'une voix tremblante mais insistante. Avant que je puisse répondre, elle a tendu la main et a attrapé mes bagages, essayant de les retenir comme si m'arrêter physiquement allait tout changer. Je l'ai regardée droit dans les yeux, d'une voix froide mais ferme. « Camilla, si tu m'empêches de partir, j'appelle les secours. Je ne joue pas. Je veux que ce divorce se déroule le plus facilement possible pour nous deux, et rendre les choses plus difficiles n'y fera rien. » Elle hésita, prise entre désespoir et réalité. Finalement, avec un soupir hésitant, elle lâcha le sac. Je lui fis un signe de tête, puis finis rapidement de préparer les dernières affaires. Mon sac en bandoulière, je sortis et partis sans me retourner. Je suis maintenant dans un motel, seul avec mes pensées et le poids de ce qui se passe. Je vis actuellement dans un motel et Camilla n'arrête pas de me répondre. Un instant, elle m'accuse d'être sans cœur, me disant que je gâche tout. L'instant d'après, elle s'excuse de son comportement, me disant combien elle regrette ce qu'elle a fait. C'est comme des montagnes russes émotionnelles qui ne s'arrêtent jamais. Et il est clair pour moi maintenant qu'elle essaie de manipuler la situation, de jouer sur mes émotions, espérant que je changerai d'avis. Mais à ce stade, je ne cède pas. Ces paroles ne changent rien au fait que j'ai pris une décision en fonction de la personne qu'elle est devenue, et je ne reviendrai pas en arrière. J'ai entendu suffisamment d'excuses et de fausses promesses pour toute une vie. Je dois me concentrer sur l'avenir et la guérison de tout ce qui m'est arrivé pour dissiper toute confusion une bonne fois pour toutes. Je ne quitte pas mon ex à cause de sa dépression. J'ai un immense respect pour les personnes qui traversent des difficultés psychologiques. La dépression est grave et je ne veux pas la minimiser. Mais en ce qui concerne ma relation avec Camilla, je suis tout simplement épuisé par son manque de responsabilité. Elle a constamment utilisé sa dépression comme excuse pour exiger de moi tout ce qu'elle voulait. Ce n'est pas juste. J'ai donné plus que nécessaire de moi-même pour l'aider, mais il arrive un moment où personne ne peut porter ce poids seul. Depuis que je l'ai quittée, je me sens vraiment mieux. J'ai pu me concentrer sur moi-même, et être loin d'elle a atténué mon anxiété. Bien sûr, c'est déchirant de briser un mariage, mais je dois partir pour protéger ma santé mentale et émotionnelle. 4 mois plus tard, Camilla et moi sommes officiellement divorcés, et je peux enfin dire que je suis libre. Nous avons partagé équitablement le produit de la vente de notre maison. Heureusement, nous n'avions pas de dettes importantes ni d'enfants, donc pas de pension alimentaire à payer. Ce jour n'est pas venu facilement. À maintes reprises, Camilla et sa famille ont tout essayé pour me faire changer d'avis, pour me convaincre de rester, pour me faire croire que les choses pourraient revenir à la normale. Sa mère est venue plusieurs fois après mon départ. Chaque visite était plus frustrante que la précédente. La première fois qu'elle est arrivée, elle s'est assise avec un air inquiet, presque suppliant, et a dit « Amie,
Camilla a vraiment besoin d'un partenaire qui la soutienne en ce moment. Tu as fait ses vœux. Tu ne penses pas que c'est ton devoir de la soutenir? J'essaie de garder mon calme. Je comprends ton point de vue, mais ce n'est pas si simple. Elle a soupiré et a insisté. Le mariage n'est pas facile. On a tous des moments difficiles. Si tu abandonnes maintenant, quel message cela envoie-t-il à ta famille, à Camilla? J'ai secoué la tête doucement. Je n'abandonne pas à la légère, mais rester juste à cause d'une promesse faite il y a des années n'est juste pour aucun de nous. La fois suivante, elle était plus insistante, presque désespérée. Urgentiste, tu ne comprends pas ce qu'elle traverse. Sa dépression est dure pour elle. Elle n'est plus elle-même. Tu dois être patiente. C'est là que j'ai perdu patience. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, écoute, Camilla veut sortir et coucher avec d'autres hommes. N'est-ce pas rompre ses vœux? Je m'en souviens. Renoncer à tout le reste. De plus, je lui donne ce qu'elle veut. Elle divorce et maintenant, elle peut coucher avec qui elle veut. Elle peut vivre sa vie de rêve. Maintenant, j'ai une question pour toi, chère belle-mère. Ton mari le permettra-t-il? Le permettras-tu pour ton mari? Elle m'a giflé un jour, furieuse. J'aurais dû la quitter bien avant. Si ton propre mari t'avait giflé, serais-tu resté? Je l'ai fait, car je savais qu'elle n'était pas stable. Mais maintenant, elle a dépassé toutes les limites. Je n'accepte plus ça. Elle n'a plus dit un mot après ça. Plus de visites, plus de culpabilisation, juste le silence. Pendant la procédure de divorce, j'ai remarqué que Camilla sombrait encore plus dans la dépression. Honnêtement, elle avait l'air pire que jamais. J'espère juste que sa famille lui trouvera l'aide nécessaire. La seule qui semblait croire que j'avais bien fait, c'était sa sœur. Elle et moi sommes restés amis pendant toute cette épreuve, et j'en suis reconnaissante. Maintenant, j'ai enfin emménagé dans un endroit bien à moi. Honnêtement, en tant que jeune homme récemment divorcé, c'est tellement libérateur d'être libéré de mon ex. Je suis fier d'avoir fait confiance à mon instinct et d'avoir choisi de quitter une relation toxique avant que la situation ne dégénère davantage. Maintenant, je me réveille quand je veux, sans avoir de compte à rendre à personne. Je peux me concentrer sur ma carrière sans distraction. Je passe du temps avec mes collègues et mes amis sans culpabilité. Je vais et viens à ma guise, et c'est une sensation que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai l'impression de vivre à nouveau vraiment pour moi-même, sans le poids de la tristesse et des exigences des autres qui me pèsent. Et ça, pour moi, ça vaut tout.